Chers téléspectateurs d'Info 83, nouveau numéro de Côté Sport, le rendez-vous, je dirais, quasi quotidien justement. On va défrayer un petit peu et observer toute l'actualité sportive, aussi bien locale, nationale qu'internationale, avec l'excellentissime Yves Mérins qui est parmi nous. Bien le bonjour Yves. Bonjour Mehdi, bonjour à tous. Eh ben, grand merci encore une fois d'être sur notre plateau pour nous faire partager justement ton expérience de journaliste sportif, l'œil, je dirais, avisé du journaliste. Et on a l'immense honneur de recevoir sur notre plateau un invité, je dirais, prestigieux. Et comme le veut notre coutume sur Info 83, je laisse l'honneur à Yves Mérins de nous le présenter. C'est une invitation qui me touche beaucoup. C'est un grand monsieur du basket et du sport en général. C'est un ami de, j'ose même plus dire combien d'années, de toujours, ça sera plus simple. Et c'est une grande personnalité du monde du basket. Il a entraîné plusieurs clubs en Pro A, c'est maintenant la Betclic Elite. Il a entraîné l'équipe de France. Il a été médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney. Tout à fait. Donc c'est une grande carte de visite du basket. Et c'est un monsieur qui a des idées bien précises sur tout ce qui se passe dans le sport aujourd'hui. Voilà. Donc, bienvenue Alain. Alain Weiss est parmi nous sur notre plateau. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Très heureux de vous accueillir, Alain Weiss. On le disait, figure éminente du basketball. Alors j'allais dire français, mais même international. Je le dis, international. Vous êtes gentil. Et vous avez été sélectionneur de l'équipe de France. Donc moi je dis, on peut le souligner. Il y a eu un passage aussi, et j'allais dire nous sur Info 83, on y tient à Hyères-Toulon. Ouais. Donc c'est important de le souligner également. 5 saisons. 5 saisons. 5 saisons, absolument. Ouais. Partir, je ne dis pas de bêtises, 2007. Oui, c'est ça. Vous voyez, voilà, C'est ça. 2007, effectivement, donc 5 saisons. Donc on est très heureux de pouvoir vous accueillir sur notre plateau et bénéficier, j'allais dire aussi, de votre œil avisé de professionnel. Vous étiez aussi un ancien joueur, bien entendu, de basket. Oui, à Marseille, au Méditerranée, au PTT de Marseille, et puis après à Paris, à Sceaux et au PUC. Donc on peut dire un local aussi. Oui, ça on peut le dire. Ouais. On est très heureux encore une fois de vous accueillir. Alors je voudrais qu'on commence in medias res pour nos téléspectateurs d'Info 83. On va parler de basket, forcément. Donc Yves, je voudrais avoir ton avis sur le nouveau phénomène, alors qu'on dit Wembanyama. Exactement. Et ça devient de plus en plus Wemby. Wemby, c'est vrai, plus facile. C'est plus court. Et je pense qu'aux États-Unis, ils vont l'appeler comme ça. Non, Alain a fait un coup fantastique. Wembanyama était à Lasvel l'année dernière. Et puis, il le faisait très peu jouer. Ils ont eu beaucoup de flair. Il était toujours au bout du banc. Ils n'ont pas décelé ou alors ils ont cru qu'il pouvait prendre patience. Et le petit s'est un peu découragé. Donc, il était un peu sur le marché. Et l'homme qu'il a recruté, c'est Alain. Et il l'a fait signer à Boulogne. C'est devenu le phénomène actuel du basket. Et quand je dis phénomène actuel du basket, c'est non seulement en France, mais surtout aux États-Unis, parce qu'il va être bientôt recruté à la draft. Il se dit avec beaucoup de force que ça sera le numéro 1 de la draft. Et on l'espère. Et les Américains ont eu la bonne idée de retransmettre tous les matchs de Boulogne-le-Valois cette année sur une chaîne américaine. Donc une immense publicité, à la fois pour Boulogne, à la fois pour le basket français. Et puis, on va suivre avec impatience cette carrière qui s'annonce grandiose. Alors, je voudrais avoir justement l'avis, forcément, j'ose dire, du recruteur, du manager général sur ce phénomène qu'est Wemby. Comment vous avez décelé justement ce potentiel chez lui? Bon, déceler, c'était pas difficile. C'est un garçon qui a déjà avec l'équipe nationale junior été vice-champion du monde. Et de par ses caractéristiques morphologiques, tout le monde le suit. Il fait quand même 2,22 m. C'est impressionnant, ouais. Et donc, le problème qui s'est posé à lui, c'était de choisir, avant la draft, de choisir le club qui le mettrait le plus en valeur. Il a été échaudé à Villeurbanne, c'est sûr, parce qu'il a fait des matchs, il a même fait de très bons matchs, mais il n'a pas joué beaucoup et il n'était pas considéré comme, je dirais,
la poutre de l'édifice. Oui. Quand j'ai été contacté par son agent, il était bien évident que pour nous, il fallait absolument qu'on organise l'équipe autour de lui et qu'on en fasse le pion essentiel. C'est ce à quoi je me suis engagé et on a respecté ça, c'est-à-dire en recrutant que des jeunes joueurs, qu'ils soient français ou qu'ils soient américains. On a pris que des jeunes joueurs parce que ça aurait été difficile avec des joueurs confirmés de les faire accepter qu'un gamin de 18 ans soit au centre de l'affiche et qu'eux soient relégués en arrière-plan. Donc on s'est engagé à ça. Wemby, comme dit Yves Mérès, moi je l'appelle Victor, voulait aussi travailler avec Vincent Collet, qui est le coach de l'équipe de France. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont alignées et à partir de là, on s'est engagé à faire le maximum. Et puis lui également a fait le maximum sur le terrain et il a été, jusqu'à présent, il a été assez extraordinaire. Donc un vrai talent, on peut dire, à l'état pur, pour le coup. Oui, bon, c'est un garçon, il faut savoir que c'est un garçon excessivement intelligent, qui s'est programmé depuis qu'il est Benjamin, on dirait, U13. Oui. Il s'est programmé pour être une star mondiale. Mais c'est pas de la prétention, parce que bon, il va le montrer dans le futur. C'est une ambition, on peut dire. Il avait déjà ce projet. C'est une ambition. Et tout ce qui se passe Choisi au corps. aujourd'hui ne le surprend pas. Ne le surprend pas parce que il avait déjà vécu ce film-là. Alors peut-être pas aussi beau et aussi vite, mais il est pas surpris. Vous savez, il me rappelle Tony Parker lorsque je l'avais appelé en équipe de France. Pour lui, bon, il avait 21 ans, mais pour lui, c'était une évidence. Et Victor, c'est une évidence aussi pour lui, ce qui ne veut pas dire que bon, il fait pas les efforts nécessaires. Il fait beaucoup Je me d'efforts. doute que c'est un travailleur. Non, c'est un travailleur et puis surtout, c'est quelqu'un qui a peur de personne. Malgré sa morphologie, je dirais, très longiligne, on va dire, et pour le moment, il n'est pas encore carrossé. Franchement, il est très courageux sur le terrain. Et puis surtout, il a un leadership digne des grands champions. Moi, ça me rappelle un peu Mbappé par rapport à ce thème-là. Alors Yves, tu veux rebondir justement Oui, sur ce talent? Alain a cité le nom de Tony Parker, qui était un peu la référence aujourd'hui du basket moderne. Bien sûr. Même si Alain et moi, on a d'autres références plus loin dans le temps, hein, etc. Oui, mais disons que c'est une des plus récentes. Au niveau Voilà. international, effectivement, Tony Parker était sur la plus haute marche. Mais quand Tony est parti aux États-Unis, il était un petit peu dans la mouvance, dans le ventre mou de la NBA. Hein. Il a mis quelques années avant de devenir le meneur de jeu. Oui, des Spurs, il a mis du temps. Du jeu des Spurs, de San Antonio. Alors que lui, il va arriver en tant que numéro 1, quoi, ou 2, ou enfin, probablement 1 d'ailleurs. Hein. Donc il est vraiment en avance sur Tony Parker. Donc vous voyez la marge de progression, le chemin qu'il va poursuivre. Il a déjà de l'avance par rapport justement à Tony Parker, on va dire au même moment de carrière. On peut dire tout ça. à fait. Mais Tony a été drafté 28e, je crois. Hein, 28e, donc ça veut dire fin de premier tour. Bon, c'est bien. Mais ce n'est pas ce qui va arriver à Victor Wembanyama. Victor, il va être drafté à coup sûr dans les 2 premiers. Enfin, c'est ce qui se dit en tous les cas. Et donc, il arrive vraiment par la grande porte. Tony n'est pas arrivé par la grande porte en NBA. Par contre, il s'est construit très vite et il a franchi les étapes en 2 ans, je dirais, sous les ordres de Popovic, qui lui a appris le métier. Tandis que... Qui est son Pygmalion, on va dire. Voilà, exactement. Tandis que Victor arrive numéro 1. Donc numéro 1, ça veut dire que la franchise dans laquelle il va être va s'organiser et va tout construire autour de lui. Ce qui n'était pas le cas de Tony. Et c'est une fierté française, on peut le dire, d'avoir justement un numéro 1 comme ça et plein d'avenir pour le coup. Plein d'avenir. C'est beau d'avoir la reconnaissance des spécialistes et c'est encore plus beau d'avoir la reconnaissance du public. Or, Alain, il peut nous le confirmer. Partout où Boulogne est passé cette année, ils ont fait guichet fermé. Ça le comble. Voilà, ils ont pulvérisé tous les records. Et ils vont jouer encore, je crois, un match à Bercy devant... le 7 mai. Le 7 mai, devant, on espère, 15 000 spectateurs. C'est formidable. C'est extraordinaire. C'est un truc, c'est jamais vu ça dans le basket français. Non. Franchement, c'est
Donc ça, c'est extraordinaire. C'est une vraie reconnaissance et je suis curieux de savoir ce qui va se passer derrière. Alors j'allais dire toujours en parlant de la France, pour le coup, du basket français, j'aimerais aussi avoir, je dirais, l'œil avisé d'Alain Weiss sur la question de l'équipe de France avant les JO, justement, 2024. Bon, il va commencer. Bon, normalement, si c'est la franchise qui va le drafter, accepte qu'il vienne en équipe de France, c'est pas évident. On ne sait pas encore quelle va être la franchise et quelle va être la politique de la franchise qui va le choisir. D'abord, il faut qu'il vienne en équipe de France cet été pour la Coupe du Monde. Et puis après, il y a les JO. Bon, personne ne peut envisager qu'il ne soit pas à Paris pour les JO avec l'équipe de France. Forcément. Mais il faudrait qu'il commence une année avant. Donc c'est le cas. Là, il a été international, on appelle l'équipe de France des fenêtres. Et là, il y a la Coupe du Monde qui vient. Et je pense que ça serait une bonne adaptation parce qu'on a vu, ne serait-ce que l'année passée au championnat d'Europe, on a vu de grandes stars NBA, style Jokic, Antetokounmpo, Doncic, ce sont des stars NBA. On a vu qu'ils avaient, bon, ils étaient très forts évidemment, mais ils ne sont pas allés au bout de la compétition. Donc il faut voir avec ça parce que ça ne sera pas le même traitement au niveau international que le traitement qu'il a au niveau de la Betclic Elite. Donc ça nécessite un petit peu d'adaptation et je souhaite qu'il soit là cet été. On a oublié un détail quand même dans le portrait d'Alain. Bien sûr. C'est que c'est lui qui a lancé Vincent Collet. Oui, aujourd'hui l'entraîneur de l'équipe de France. Donc vous voyez l'importance de ce monsieur dans le basket français. Ah ben figure éminente et une figure, là pour le coup, tout est dit, de transmission, parce qu'on parlait justement avec une figure comme ce nouveau talent qui est Wembanyama, et effectivement au niveau de l'équipe de France avec Vincent Collet. Toi Yves, qu'est-ce que tu en penses sur cette équipe de France aussi du basket? Je pense qu'il lui manque une chose. À l'heure des JO qui arrivent. Je pense qu'il lui manque qu'une seule chose à l'équipe de France, parce qu'il y a de grands joueurs, il y a un bon entraîneur, et je pense que si l'adjoint de ce bon entraîneur était Alain Weiss, je pense qu'on ira encore plus loin. Voilà. Parce que je sais l'influence qu'il a sur Vincent et je pense que c'est une case qu'il faudrait remplir en urgence avant les JO. D'autant qu'il a l'expérience des JO. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas très intéressant de se pencher sur ce problème-là. Donc Alain, le message est passé. Hein. Oui, voilà, vous savez... On va lancer une pétition. C'est la mode en ce moment. Absolument. Mais en tout cas, non, encore une fois, on est très heureux de partager ce plateau avec vous et on parlait justement, c'est important de souligner aussi tous ces talents. Des fois, on dit souvent sur notre média Info 83, on aime bien mettre le focus sur le positif. Donc c'est important aussi de souligner quand ça se passe bien, qu'on a un avenir, j'ose le dire, radieux pour le basket français. On est très heureux de le dire. On n'a jamais vu ça. Franchement, on n'a jamais vu ça et on n'a jamais eu autant d'espoir de voir un joueur. Alors, un joueur ne fait pas tout dans une équipe de basket, mais de voir un joueur aussi dominant actuellement. Et précoce. Précoce. Et puis, on espère qu'il va être dominant dans les années futures. Il a eu 19 ans en janvier. Normalement, il a 10 ou 12 ans ou 15 ans d'équipe de France devant lui. Et ça c'est vraiment très bénéfique pour le basket français. C'est unique en son genre. Je pense. Attention, le clash peut être encore plus grand que ça. Hein. C'est-à-dire que il y a Rudy Gobert qui est déjà une référence. Bien sûr. Et puis, si mes sources sont bonnes, on parle peut-être d'une naturalisation de Embiid, qui est le meilleur pivot ou le meilleur joueur, même le plus complet de la NBA aujourd'hui. Alors, si jamais Embiid est naturalisé français. Alors, il est naturalisé français. Oui. Mais les États-Unis se sont précipités pour lui donner aussi un passeport américain. Ouais. Donc, Embiid, c'est aujourd'hui, pour tout le monde, le meilleur pivot de la planète. Donc, ça ferait effectivement, on rêve d'avoir une raquette avec Embiid, Gobert et Wembanyama. Ce serait magnifique. Ça serait extraordinaire. Je ne sais pas si Coach Collet arrivera à tous les faire jouer ensemble. Eh oui. Mais ça fait rêver. Maintenant, je pense que Embiid est camerounais, mais il vit aux États-Unis depuis un moment. Je pense qu'il se sent américain, même si il est francophone. Bien sûr. Mais il se sent très américain et je pense que les Américains, justement, ne le laisseront pas venir. Mais ce n'est que mon avis. Oui, ils vont tout faire pour le garder effectivement dans leur rang. Oui, les Jeux Olympiques à Paris, ils savent très bien que la France pourrait vraiment rivaliser avec eux. On l'a fait depuis quelques compétitions. Bien sûr. Donc, à mon avis, ils feront tout pour ne pas nous laisser Joel Embiid.
Mes informations discrètes, j'en ai encore quelques-unes, Toujours. me disent que, comme c'est les Jeux Olympiques à Paris, il paraît que, coach Collet serait d'accord, mais il paraît que coach Macron pousse un petit peu à la roue pour que Embiid soit français, enfin, en équipe de France. Ah, donc là, ça va se passer au plus haut niveau. un soutien de poids. Au plus haut niveau. Oui, enjeu quasiment Donc, diplomatique. Tout n'est pas perdu, même si Alain a probablement d'autres informations, mais il y aura match entre les États-Unis et la France. Ah bah écoutez, de toute façon, on croise les doigts, hein. On espère qu'on aura cette chance, j'allais dire, une configuration All-Star. Ce serait quelque chose d'exceptionnel en tout cas. Absolument. Mais on est déjà très heureux, c'est important de le partager avec nos téléspectateurs, comme on le disait, d'avoir un avenir qui s'annonce très radieux pour le basket français. Et je voudrais venir, alors, j'allais dire leitmotiv pour nous, peut-être Alain, vous ne le savez pas, leitmotiv sur Info 83, quand on parle de basket, on doit parler du HTV, forcément. Ouais. Donc, je vais te laisser inaugurer, Yves. De quel HTV on parle? Voilà. De celui qui a connu Alain au plus haut niveau en remplissant le Palais des Sports, notamment à la semaine. Comment ça s'appelait la semaine des As. La semaine des As, où là on ne savait plus où mettre le public. Ou alors tu veux dire du HTV contemporain. Le HTV d'aujourd'hui qui se débat en national. Voilà. Et il peut éventuellement sauver sa place dans les 2 ou 3 derniers matchs qu'il reste à jouer. Donc, ils font le maximum avec des bouts de ficelle. Je leur souhaite vraiment de réussir ce challenge et puis de repartir vraiment sur d'autres bases dans les prochaines années parce que quand je vois le long de l'autoroute ce palais des sports désespérément vide. Oui, qui est très beau, la structure est très très belle. Je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire, quoi, hein. Bon. Je sais pas ce Alors j'allais dire Yves, donc tu as planté le décor, tu distingues tout de suite, on va dire le HTV actuel du HTV, j'allais dire d'Alain Weiss de 2007 à 2011. Donc c'était les fameuses 5 saisons. J'allais dire, moi j'aimerais avoir 2012. jusqu'en 2012. Excusez-moi, j'avais dit 2007-2011, donc 2012. Je voudrais avoir votre ressenti, vous aussi, vous sentez, alors j'allais dire, vous avez eu des années, j'imagine, formidables, mais est-ce que vous sentez vraiment une différence aujourd'hui quel est votre avis un petit peu sur la question? Je sais que la question n'est pas toujours facile. Non, ça, c'est pas une question qui me gêne. Ce que je trouve très sympathique, c'est que des garçons comme Vincent Mazingue soient venus mouiller le maillot, je dirais, pour le HTV. Je pense qu'il n'est pas seul, c'est une bande de copains qui a repris le HTV. Ils ont réussi l'année passée, sous la direction de Laurent Ciara, à monter en National 1. Et puis là, c'est difficile. Bon, au basket, vous savez, il y a vraiment une correspondance entre les budgets et le classement. Donc, je pense que ce qu'il faudrait véritablement, mais c'était le cas il y a déjà 15 ans, c'était que des gens motivés, qui connaissent, qui peuvent véritablement fédérer d'autres personnes, d'autres sponsors avec eux, se disent tiens, le basket, premièrement, c'est pas cher par rapport à tous les autres sports professionnels et c'est en vogue complètement. Absolument. Et donc moi j'aimerais qu'il se passe ça parce que alors le Palais des Sports, comme le dit Yves, c'est une chose de le remplir. Mais c'est Toulon, c'est une grande ville. Première ville du Var. Oui, du Var, et puis une grande ville de France. Absolument. Il y a beaucoup de qualités dans cette ville. Ça serait bien que... alors c'est vrai qu'il y a le rugby qui draine tous les intérêts de la cité, mais il y a la place pour le basket. Et donc, j'aimerais vraiment que le HTV remonte parce que, vous savez, dans le sud-est, il y a bien Monaco. C'est vrai mais Monaco, c'est particulier. Mais dans le sud-est, il n'y a plus grand-chose. Hein. Il y a une malédiction, là. Marseille-Fosse. Déjà, ils jouent, c'est Fosse, c'est pas Marseille, alors qu'il y a un beau palais des sports à Marseille aussi. C'est vrai. Ils n'ont jamais réussi depuis 40 ans à remonter une belle équipe, alors qu'il y a un potentiel, il y a 1 million d'habitants quand même à Marseille, dans la métropole, etc. Toulon a plongé, Antibes, qui était un des clubs majeurs de la côte, ils sont en Pro B, ils ne brillent plus. Nice a joué aussi au plus haut niveau. C'est vrai, oui, donc il n'y a absolument. que Monaco avec tous ses avantages et ses migrants ukrainiens et russes. Oui, c'est vrai que ce sont des gens qui mettent beaucoup d'argent, qui y croient.
qui ont des facilités, c'est vrai, fiscales, il faut le dire. Ah ben bien sûr. Et des facilités acceptées par l'Euroleague aussi, puisque le Palais des Sports, normalement, un Palais des Sports de 5000 places, c'est pas suffisant pour l'Euroleague. Mais là, c'est accepté. Bon, chapeau à ce que fait Monaco, il y a absolument aucun problème. Mais ça serait bien que, sur tout le reste du Sud-Est, Bien sûr. il y ait une ville qui émerge et puis qui puisse durer, quoi. Et ça Et pourrait être Toulon. Mais bien sûr, ça pourrait être Toulon. Oui. Toulon hier. Toulon hier, absolument. Alors, ça me permet de rejoindre justement le propos. Même si, hier, il se passe des choses bizarres quand même. Hein. Les rougières fermées parce que des fuites. Absolument. L'espace 3000, le stade est fermé aussi pour des C'est raisons vrai. de sécurité. Et attends, c'est pas fini. Et le stade de football, le toit s'est effondré lors du dernier match. Il se passe quelque chose hier. Ils ont été touchés par la foudre. Alors justement, ça allait être indirectement, je pose la question un peu plus globale. Nous, on est convaincus, en tout cas Yves l'explique très souvent sur notre plateau, qu'il y a de la place pour justement, comme tu disais, aussi bien du foot, du rugby et du basket à Toulon. Hier, même la métropole, comme on dit maintenant, on résonne beaucoup plus en métropole. C'est votre avis aussi, Alain? Vous pensez que ces sports peuvent tout à fait cohabiter au plus haut niveau dans un même secteur? Oui, ils peuvent cohabiter, mais absolument. Mais ça veut dire de trouver des volontés et des gens qui sont motivés. Et des investisseurs. Mais pas pour faire un one shot. Ouais. Pour rester Sur la durée. Parce que les one shot, on les connaît. Le mythe Jack Kashkar, c'est quelque chose qui existe et j'espère que je le vivrai pas moi au basket. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, et bon. Je vais vous dire, il y a quand même une municipalité qui aime le sport à Toulon. Bien moi, sûr. je l'ai vu. Et donc, pourquoi pas, mais ça veut dire qu'il faut que beaucoup de facteurs s'agglomèrent véritablement pour réussir. Oui, c'est pas qu'une question de sportive, c'est tout un environnement autour. C'est tout un environnement. Un club, c'est avant tout un management. D'abord, c'est de l'argent, évidemment, c'est un management, et en fonction de ça, les choses se passent bien ou pas. On le voit avec le PSG, je suis désolé, mais bon, vous pouvez mettre tout l'argent du monde dans l'équipe de football du PSG. Donc, il y aura ce management, ça sera une catastrophe, une déception en tous les cas, même s'ils vont être champions de France. Un club, c'est une tête, c'est un ensemble, c'est une gouvernance. Une structure. Une structure de qualité. J'allais dire Dixit, le manager général des Mets 92. Bon, mais je ne parle pas de moi. Hein. Je sais bien, de mais façon générale. Hein. Non, mais de dire justement que c'est l'avis aussi d'un manager et d'avoir justement cet œil avisé. Dans un championnat où il y a de grands clubs, encore en Pro A, enfin en Betclic Elite, bien sûr. Les Mets, ils sont seconds. Hein. Ah oui, mais c'est un grand club. Avant les playoffs. Donc, ils ont réussi encore quelques miracles, hein, et pas que avec Wemby. Hein. Ils ont monté une belle équipe, alors qu'ils n'ont pas ils ont une toute petite salle. Bon, et ils se débrouillent. Donc, ça veut dire que l'intelligence paye, franchement. Oui, mais absolument. Quand on arrive à mettre ensemble, en perspective, des gens différents et qui sont tous animés de la même ambition, ça marche. Après, il y a des clubs où chacun se tire dans les pattes, ils font n'importe quoi, ils changent tout d'une saison à l'autre, et ça ne marche pas. Comme tu dis, c'est, on va dire peut-être la condition sine qua non, c'est que bien entendu, outre l'environnement, il faut d'ores et déjà avoir un noyau, j'imagine une équipe très soudée, bien construite, qui travaille bien pour justement agglomérer, peut-être comme vous disiez, fédérer autour des soutiens. C'est l'essentiel, être capable de travailler en équipe et de partager. Et qui n'est pas quelqu'un qui veuille toute la lumière. La lumière, elle est là pour les joueurs, elle n'est pas là pour et j'allais dire, la gouvernance. Elle brille toujours pour tout le monde de toute façon. Mais bien sûr, il y a des satisfactions, mais on ne peut pas, quand on est dans l'ombre d'une gouvernance, on ne peut pas avoir la lumière de Victor Wembanyama. Exactement, c'est important de faire preuve d'humilité. Oui. Exactement. J'allais dire, Alain, vous m'avez fait toute la transition parce que vous avez évoqué le PSG. Alors justement, c'est pour ça que je me tourne tout de suite vers Yves, je vois qu'il se prépare.
Alain, il a beaucoup de choses à dire sur le PSG aussi, parce qu'on Ah, a, mais je sais. on a à peu près les mêmes idées, donc tout va bien. Et mais justement, je sais, je faisais la transition, donc football, évidemment on a parlé de basket, et c'est l'opportunité de parler de football, on parlait du PSG, et indirectement ça rejoint peut-être les débats qu'on a eus à l'instant, sur le fait que là pour le coup on a une équipe qui a des crédits colossaux, des budgets colossaux, et pourtant, encore une fois, ça ne suffit pas. Au niveau européen, ça suffit. Au niveau français, européen, puisque c'est vrai. On est dans le championnat le plus minable de ces 20 dernières années. Donc ça leur, Bon, ça la leur messe est suffit, dite. ça leur suffit pour... Non, mais on peut discuter avec tout le monde de ça. Absolument. Là, ils viennent de s'en sortir d'une belle en gagnant les 2 derniers matchs, à Nice chez eux. Bon, la messe est dite, ils sont champions. Mais bon, c'est pas glorieux quand même. Hein. Je pense qu'on s'ennuie profondément quand on regarde les matchs. Bon, jusqu'à la Coupe du Monde, ça a été. Il y avait le trio des Fantastiques là, qui nous montrait quelque chose. À la Coupe du Monde, il y en a 2 sur 3 qui se sont ramassés. Donc après, on paye les pots cassés. Absolument. Et là, ils finissent. Bon, Neymar, il est en train de jouer au poker au Brésil pendant 6 mois. Et Mbappé et Messi, en trottinant, ils arrivent à finir la saison correctement. Après, il y a tout à refaire. Alors, Tout à refaire. comme tu dis, c'est important de dire, bien entendu, je veux dire, allez, annuellement, ils gagnent le championnat de France, mais on est, je pense, tous d'accord pour dire que j'allais dire, l'investissement n'est pas rentabilisé. Je pense que vous le pensez aussi, c'est-à-dire au vu du cash investi dans ce club, se cantonner justement au championnat de France et ne pas parvenir à exceller au championnat européen, j'imagine que tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, pour moi, le juge de paix d'une équipe comme le PSG, avec le budget qu'ils ont, les joueurs qu'ils ont, Bien sûr. c'est la Champions League. Le championnat de France, il est évident pour eux. Donc c'est la Champions League, ça c'est le premier point. Maintenant, bon, on a vu tous les coachs qui sont passés, bon, il n'y en a aucun qui arrive à travailler. Ouais, il y a la valse des coachs. Ouais. Oui, la valse, mais bon, vous pouvez Ouais. mettre les meilleurs coachs du monde, et peut-être même que parmi eux, il y en avait qui étaient parmi les meilleurs coachs du monde. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ils ne peuvent pas travailler. Donc, tant qu'on laissera le star system des joueurs, alors en dehors du club, c'est très bien, ça fait vendre des maillots, mais à l'intérieur du vestiaire, c'est impossible. Il n'y a aucun coach qui peut s'en sortir dans ce fonctionnement-là. Alors ça me fait rebondir sur l'échange qu'on a eu juste un petit peu avant. Vous parliez justement de la nécessité de ménager les égos. Vous preniez l'exemple justement au basket d'avoir, en tout cas c'était le pari pour les Mets 92, de prendre des équipes avec des jeunes joueurs pour justement construire autour de ça. C'est quelque chose qui serait donc fondamental selon vous? C'est quelque chose qui est vraiment fondamental? Je crois tout simplement, vous savez qu'il faut faire du benchmarking. Où est-ce que ça fonctionne? Alors les grands clubs de toujours, le Real Madrid, le Bayern de Munich, etc. Mais le Real Madrid a des joueurs fantastiques, mais ils ont aussi, entre guillemets, des porteurs d'eau. De grands talents, Oui, non, mais- tout ce que vous voulez, très, très bien payés, mais c'est aussi des porteurs d'eau. Moi, je ne vois pas ça au PSG. Bon, dès le départ, quand on a vu les 3 fantastiques, comme dit Yves Mérens, on s'est dit, mais qui va défendre? Comment on fait pour gagner les matchs? Alors, ils peuvent les gagner s'ils mettent 4 buts, etc. Ils peuvent le faire quelquefois. Mais on voit qu'ils n'y arrivent pas en Europe. Donc, Ce serait un amas d'individus, est-ce qu'on peut dire ça? Ben oui, alors de très forts joueurs. Il n'y a pas de très forts cohésion joueurs. véritable. Mais non, il faut des rôles. Il y a des joueurs qui doivent avoir la lumière, et puis il y a des joueurs de rôle. Vous savez, c'est comme au cinéma. Bien sûr. Il y a des premiers rôles et il y a des seconds rôles. Tout à fait. Et un film ne peut pas être bon s'il n'y a pas de bon second rôle. Et le PSG, visiblement, ne l'a pas compris. Alors, je ne veux pas donner des leçons au PSG. Moi, je ne suis pas footballeur. Non, partager une Mais- vision. Tout à fait. Mais bon, moi, je vois les équipes qui marchent. Il y a des joueurs qui restent à leur place et qu'on ne comprend pas uniquement parce que ils ont été très forts dans une équipe, dans leur pays, parce qu'après, tous les rôles ne sont pas remplis. Non, Oui. mais ils n'ont aucun flair dans le recrutement, dans le choix des hommes. Bon, ils avaient Ancelotti. Bon, ils se sont fâchés. L'autre, il a été champion d'Europe avec le Real. Ils avaient Tourelle. Ils l'ont jeté comme un malpropre, très riche, parce qu'ils prennent des chèques à chaque fois. Ah oui, tout Bon, à fait. Ils l'ont jeté. Il est champion. Il a gagné la Ligue des Champions. Ils se sont séparés de Thiago Silva. Il est trop vieux. Ça fait 4 ans qu'il est parti en Angleterre. Il a gagné la Ligue des Champions lui aussi. Donc, à un moment donné, il faut regarder. C'est vrai qu'il y a une ironie Il faut regarder la vérité en assez face, quand énorme, même. bien sûr. Bon. Oui. Et après, ils nous mettent sur le tapis Solaire, Ruiz, Vitinha, pas celui de l'OM, l'autre, mais je crois que le nom est maudit. Hein. Donc,
Non, mais je veux dire, pour recruter comme ça, mon petit-fils, il peut recruter tous les jours. Oui, c'est pas. On revient sur je le redis, un leitmotiv qu'on a souvent sur notre plateau, de dire que justement une équipe, c'est pas que tel et tel joueur, c'est tout aussi un environnement, c'est un management, comme vous disiez, c'est une façon de travailler, de construire, et on revient peut-être, voilà, on a peut-être qu'un amas de grandes stars et de gros égos finalement, et c'est vrai que ça, c'est une question que j'aimerais poser à l'inverse. Est-ce que vous trouvez, par rapport au basket, effectivement, le football, c'est beaucoup plus exacerbé en termes, j'imagine, de starification? C'est quelque chose que vous pouvez observer de votre point de vue? Non, on le voit, oui, par rapport à la France, oui, mais par rapport aux États-Unis, Et oui, vous avez des garçons comme, je sais pas, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, ce sont des stars absolues. Et des ils stars font partie- mondiales. et ils font partie des sportifs les plus payés au monde. Donc, non, je crois que véritablement, une fois que les joueurs sont dans une équipe, et Benzema le prouve chaque année, c'est fini. C'est pas des stars, c'est des joueurs comme d'autres, et ils redeviendront stars en fin de saison lorsqu'ils auront gagné quelque chose ou qu'ils auront fait une belle saison. Nous, les stars, il suffit d'aller gagner à Lorient ou à Brest et on est stars. Ça n'a pas de sens. Oui, je vois ce que vous voulez dire, absolument. Et j'aimerais faire aussi forcément la transition. Quand on parle du PSG, il faut qu'on parle de l'OM. Donc là, je me tourne vers Yves. Je sais que, attention, c'est son club de cœur, hein, donc C'est notre club de c'est cœur. absolument. Non, mais le vrai OM, pas l'OM d'aujourd'hui. Attention. Non, l'OM qui a des valeurs, l'OM qui a une identité, l'OM qui respecte son histoire, tout ça. Voilà, le droit au but. C'est-à-dire pas l'OM de Pablo Longoria, par exemple. Le mercenaire de passage. On peut dire ça. Je sais que c'est pas la première fois que tu le dis. Mais l'avenir me donnera peut-être raison, on verra. Voilà. Non, je n'aime pas cet OM. Alors bon, ils sont 65 000 à tous les matchs à se gargariser des résultats. Et je vous l'ai dit, c'est le championnat le plus pauvre de ces 20 dernières années. Donc heureusement encore qu'avec le deuxième budget, ils sont seconds. Et encore, je ne suis pas sûr qu'ils finissent seconds à la fin du championnat. Oui. Et je leur souhaite, mais bon, c'est pas encore gagné. Donc non, je me reconnais pas du tout dans l'OM d'aujourd'hui. Tu sens vraiment je veux dire, fort de ton expérience, une césure, c'est-à-dire c'est plus du tout l'équipe de l'OM qu'on a pu connaître. Ce qui m'inquiète, c'est mon avis, parce que j'ai l'impression que je fais pas partie de la même planète. Et- Quand je vois les Marseillais jurer que Pablo Longoria est un génie, je partage pas cet avis-là. Voilà. Et malheureusement, je suis un et ils sont 65 000 au stade. Ça fait 15 matchs qui sont à guichet fermé. Bon, j'en ai interrogé quelques-uns en sortant du Vélodrome. Il n'y en a pas un qui me dit je me suis régalé. Mais bon, ils sont là quand même, ils dansent, ils sont torse nu. Voilà. Est-ce que pour le coup, j'allais dire l'OM, surtout Marseille, où le football est une quasi-religion à Marseille, Oui. est-ce que justement, à l'inverse, on a un environnement qui est pro-football, qui est déjà ancré, mais là, pour le coup, l'équipe n'est pas au rendez-vous, au niveau de ces attentes-là? Là, Non, pour le coup, c'est j'ai plutôt, j'ai connu un stade des supporters plus virulent que ça. C'est-à-dire Ouais. que quand ça allait pas, il le disait haut et fort. il le faisait savoir. Ouais. On a connu une autre période, mais là, c'était avant les abonnements. Quand c'était mauvais, le match après, il venait pas. Le Vélodrome, il y avait 8 000, 10 000, 12 000. Oui, ça boycottait, vraiment, on Oui, savait. mais là, aujourd'hui, ils sont tous abonnés, donc ils vont pas s'asseoir sur leur abonnement. Oui, forcément. Donc, ils sont obligés d'y aller. Donc, ils font l'effort. Mais bon, et puis le public a beaucoup changé. Avant, je trouve qu'il y avait un public beaucoup plus connaisseur qu'aujourd'hui. On ne pouvait pas leur faire à l'envers, quoi, hein. Quand le joueur était mauvais, il était mauvais. Aujourd'hui, bon, ça va, on est là, on discute, on chante, on est là, les fumigènes. Oui, bon. c'est un moment de fête. Voilà, c'est et un voilà. moment, c'est plus un match de football. On vient partager un moment, quoi, voilà. Donc, votre avis, peut-être, Alain, Non, sur l'OM? Moi, je serais moins sévère que Yves Mérès. C'est important de nuancer. Non, je serais moins sévère. Ils sont deuxième du championnat avec une équipe qui peut pas être en dessous de premier. C'est le PSG. Moi, j'ai beaucoup apprécié le coach Tudor, qui a pris une position en début d'année et qui s'y est tenu. Alors, je ne sais pas si elle est bonne, pas bonne, etc. Peu importe, mais c'est un coach. Il imprime un style de jeu. Le style de jeu est évident, bon, défendre très haut en permanence, alors quelquefois ça marche pas, mais on voit que bon, l'équipe est deuxième du championnat quand même. Et ensuite, quand il y a un stade plein, et Yves le disait, match après match, où est la réussite?
Où est la réussite si elle n'est pas là? Donc maintenant, est-ce que c'est une équipe qui peut gagner une Coupe d'Europe, la Champions League, j'y crois pas, mais peut-être une Coupe d'Europe numéro 2, pourquoi pas? Maintenant, moi, je vis à Paris, alors je vois ça de beaucoup plus loin, mais je ne suis pas véritablement déçu, même si avec Yves, on a connu des périodes extraordinaires qui nous ont nous-mêmes construits véritablement. Mais bon... C'est des apogées, on peut dire. Oui, c'était des apogées. Mais est-ce qu'on peut demander à l'OM de finir premier aujourd'hui? Alors Lille l'a fait il y a pas longtemps. Qui d'autre l'a fait Montpellier l'a fait il y a une dizaine d'années. Oui. Avec, Non, mais moi, c'est le spectacle qui nous propose, qui me désole, quoi. Enfin, bon, heureusement, ils gagnent contre des tocards. Cette année, Lyon, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bordeaux est en 2e division. Nantes, c'est plus le grand Nantes. On n'a pas un championnat qui fait rêver. Non, mais ça va. Battre Lorient, Brest et Troyes, bon, ça fait pas rêver, quoi. Non, mais il est dur. Il est dur. Ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que tout le monde tire dans le même sens. Bon, au mercato, ils achètent Vitinha. 32 millions, c'est un peu en dessous. Je pense que c'est plus haut que ça, le chiffre, le vrai chiffre. Bon, ils achètent un avant-centre, Vitinha. Tudor ne le fait pas jouer depuis 2 mois et demi, 3 mois. Il est rentré que dans le dernier match. Bon, il avait joué 20 minutes avant. Bon, donc, quand le président et l'entraîneur ne sont pas sur la même longueur d'onde, il y a un vrai souci quand même. C'est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Vitinha. Bon, il n'y a que ses parents qui le connaissaient. Hein, oui. Bon. Donc là, moi, je ne sais pas. Hein. Il y a peut-être quelque chose à creuser. Pourquoi Vitinha est venu à l'OM? Oui, il y aurait un désaccord, enfin en tout cas manifeste, entre le choix du président et le coach. On n'a pas besoin d'être sévère ou gentil ou quoi. Il nous le montre. Oui, le constat. Tu en fais le constat. Il est arrivé en janvier, on est en avril et il a joué un match. Voilà. Donc il y a un souci quelque part. Mais il a mis 2 buts. Et il a mis 2 buts. Donc il y a double souci alors. Alors justement, je voudrais, avant qu'on parle de la réussite du RCT et faire la transition avec l'Ovalie, peut-être un petit mot sur la Ligue des Champions. On a parlé justement du championnat de France, qui est un petit peu décevant. Mais est-ce que pour autant la Ligue des Champions, on peut en dire de même? Les gros sont au rendez-vous. Hein. Toujours. Le Real s'est qualifié. City mène 3-0 contre le Bayern, donc je pense qu'ils vont se qualifier. Il va y avoir peut-être une demi-finale Milan-Inter. Enfin, peut-être même probablement, puisque l'Inter a gagné déjà 2-0 contre Benfica, et ils reçoivent. Alors ça, ce serait très attendu donc pour le coup. Je pense que Milan-Inter, ça va mettre le feu à la ville quand même. Hein. Donc ça, je veux le voir quand même. Hein. Celui-là, je ne le manquerai pas. Non, sinon, c'est toujours les mêmes qui sont là, quoi. Bon, il nous manque que Barcelone dans cette liste. Oui. Voilà. Bon. Mais les clubs italiens avaient disparu quand même Oui. depuis des années. Et là, on en a 3 en quart de finale. Ouais. Donc, on voit que les pays où le championnat est relevé sont au rendez-vous. C'est-à-dire l'Angleterre, l'Italie, Absolument. l'Allemagne avec le Bayern, même si ils n'iront pas plus loin, sont au rendez-vous. Et la France, il n'y a personne. Voilà. À Caen, on espère que peut-être il y aura un sursaut, il ne faut pas perdre espoir. Peut-être que le football français aura un avenir, on le souhaite, aussi radieux que celui en tout cas du basket. Oui, on y croit. Non, absolument, on y croit, mais l'avenir du basket de club n'est pas au niveau de son équipe nationale aujourd'hui. Oui. C'est l'équipe nationale qui porte le basket tout en haut. Et Monaco, bon, je considère que c'est la France. Hein, oui, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Absolument. Mais il faut... C'est la France défiscalisée. C'est la France défiscalisée. Mais la vraie réussite, pour moi, c'est les clubs. Et jusqu'à présent, les clubs de basket, bon, j'étais à Limoges ce week-end, ils ont fêté le 30e anniversaire de leur titre européen de 93, comme l'OM. Et depuis, il n'y a plus rien eu quand même. Hein. Donc, en dents de scie. Il ne faut pas pérorer, c'est-à-dire que on est aussi soumis au fait que l'économie, en règle générale, avec des règles fiscales qui ne sont pas les mêmes ailleurs, et l'investissement de sponsors dans le football français est nettement inférieur à ce qui se passe à l'étranger, exception faite du Paris Saint-Germain. Forcément.
Alors justement, je voudrais qu'on parle un petit peu plus positif. Un mot. Oui, je t'en prie, je t'en prie. La pendule tourne très vite. Oui, Un absolument. mot sur le RCT. C'est ça. Qui Je s'est voudrais qu'on remis parle de la réussite en du top ordre de 14. marche. Bon, attention, hein. Ils se sont remis dans le top 6, ils sont 4e, mais j'ai regardé le calendrier quand même. Il reste 4 matchs. Il faut aller à Castres, il faut recevoir La Rochelle, il faut aller au Racing, il faut recevoir Bègle-Bordeaux. C'est-à-dire 4 énormes rendez-vous. Donc, il ne faudra pas laisser trop de points en route. Ils ont montré beaucoup de choses, beaucoup de belles choses lors des derniers matchs. Oui. Ils vont récupérer Gabin Villière, pour moi, est un extraterrestre. C'est ton préféré. Ah ouais, de très loin, de très loin. Mais il faut qu'il vienne à ce micro, hein, parce que... Mais j'ai fait passer quelques messages, je ne désespère pas. Bon, on va y arriver. Non, franchement, c'est un bonhomme qui a une aura extraordinaire. Bon, c'est un champion, c'est un beau joueur, mais il déteint sur les autres. Et ça, c'est très rare. C'est rare, oui, tout à fait. Donc je pense qu'avec le retour de Gabin et la forme de tous les autres, je pense qu'ils vont réussir dans leur entreprise. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Et alors peut-être que Alain Weiss ne connaît pas notre tradition pour conclure notre émission Côté Sport. C'est le coup de gueule et le coup de cœur d'Yves Mérins. On a vu il a tendance à aller plus dans le coup de gueule. Oui, je vous en prie. Juste un petit mot pour le rugby, parce Bien que sûr. chaque année, c'est vrai, je vous ai pas demandé. Non, mais je suis pas du tout spécialiste. Mais chaque année, je côtoie des coachs de rugby lors d'un séminaire à Saint-Cyprien. Donc, j'ai appris à connaître Mignoni. Et ce que je veux dire, c'est que pour moi, en tant qu'ancien coach, lorsqu'une équipe progresse du début de l'année à la fin de l'année, c'est que le coach a eu un impact. Et c'est le cas, parce que Toulon, je crois, est sur 9 ou 10 victoires en 11 matchs, un truc comme ça. Donc, ils sont en pleine progression, et je dirais chapeau à Mignoni et au deuxième coach, dont j'ai oublié le nom, l'ancien coach. Et Azema, le coach de... Et qui ont insufflé quelque chose. Ah oui, mais ça veut dire que c'est pas simplement les joueurs qui font les choses, et qu'il y a une plus-value apportée par les coachs. Et qui ont eu l'intelligence de travailler ensemble, ce qui n'était pas évident au départ. On revient à ce que disait Alain, la nécessité de chacun à sa place et de travailler tous ensemble. Partager. C'est la clé. La lumière, mais oui, c'est la clé. La lumière, elle n'est pas que sur une personne, elle est sur toute une organisation. Exactement. Mon idée pour le basket n'est pas trop farfelue, alors. Et sans coller à Alain Weiss, peuvent partager. Je t'ai pas dit le contraire. Bon, en tout cas, on croise les doigts. Alors, je voudrais, Yves, pour conclure notre émission, ce numéro, je voudrais que tu nous partages ton coup de gueule et ton coup de cœur. Le coup de gueule, c'est un cri de désespoir. Je ne peux pas ouvrir un journal sans voir une affaire tous les jours, notamment dans le football. Les histoires Nice, PSG, Galtier, sur fond d'une odeur nauséabonde. Donc, ça me dérange profondément. À Angers, qui est resté sur 3 ou 4 belles saisons, ils ont tout cassé. Le président est au bord de la prison. Ils ont viré leur directeur sportif. Leur entraîneur historique, Moulin, est parti. Ils ont cassé une très bonne C'est vrai qu'il y a un fléau en ce moment dans le football avec toutes ces affaires qui défraient la chronique. Sur l'étranger, mon club de cœur à l'étranger, c'est Barcelone. Quand je vois qu'ils ont payé le vice-président des arbitres depuis 10 ans avec une somme de 6 millions d'euros, ça me provoque quelques soucis. La Juventus est au cœur d'une tourmente. Enfin bon, je trouve qu'on est dans une période noire et que tout va de travers. Et quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi ? Je pense jamais, mais c'est désolant. Voilà. Je pense que maintenant on est allé trop loin, il y a trop d'argent en jeu, il y aura trop de tentations, il y aura trop de dérives. Donc il faut vraiment qu'il y ait une police qui mette le frein à tout ça, mais j'ai du mal à le croire. Et espérons très très vite, pour éviter que, je dirais, que l'écart ne fasse que se creuser. Et je voudrais qu'on termine sur une note positive, avec le coup de cœur. Très positive. Très positive. Parce que c'est un rêve qui se réalise. Voilà. Alain a commencé à en parler tout à l'heure. Le sport français commence à peine à respecter ses anciens. Alors là, on vient de vivre une semaine au RCT. Absolument. Avec le Hall of Fame, où ils ont fait venir tous les grands champions. Ils ont désigné déjà les 6 ou 8 premiers. Wilkinson à l'honneur, notamment. Et pas que lui, ils sont, bien sûr. Ils sont 8, avec Champ, André Herrero, etc. Tout à fait. Ils les ont fêtés. Donc, c'est la première fois que ça arrive. Il y a la célébration donc, du titre de Limoges. Il y a un musée du sport à Nice, qui est en train de se créer. Je crois que c'est Vincent Duluc, le directeur, la grande plume de l'équipe, qui s'en occupe. Génial. C'est la première fois qu'on prend un peu les anciens à témoin et qu'on commence à les respecter. Qu'on consacre un devoir de mémoire. Voilà. Et moi, c'est un truc qui me touche beaucoup, parce que
c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de pays et très peu en France. Donc il était temps de remettre un peu d'ordre dans cette histoire et de refaire vivre tous ces grands champions qui nous ont fait rêver depuis tant d'années. Alors j'imagine que vous adhérez forcément, Alain, à ce type d'initiative. Oui, j'adhère totalement parce que les sportifs d'aujourd'hui sont les héritiers de ce qui s'est fait avant. Même s'il y en a qui réussissent mieux aujourd'hui, peu importe, il ne faut pas ignorer ce qui s'est fait avant. Et bon, ces gens-là, même s'ils ne sont plus joueurs ou même s'ils ont un certain âge, méritent d'être honorés parce que vraiment, je pense que c'est une famille. Et une famille, on n'ignore pas les grands-parents et les parents. Et ils ont fait vivre des grands moments de sport, justement, pour tout un public et des générations. Donc c'est important, en tout cas, de les célébrer. C'est très important. Tout à fait. Et je voulais vous remercier infiniment, messieurs, d'avoir été sur notre plateau. Un grand merci à vous, Alain Weiss, le manager général des Mets 92, Merci. figure plus qu'emblématique, comme tu disais, Yves. Médaille d'argent à Sydney. Voilà. C'est une médaille Tout d'argent est dit, olympique. mais on est très honoré de vous avoir eu sur notre plateau et très Merci. honnêtement, Merci. je prends Yves à témoin, vous revenez quand vous voulez. Merci. Faut pas merci. hésiter, et au contraire, on est toujours très heureux d'accueillir C'est très gentil. avec Yves des invités. Et moi, le premier, je suis toujours très heureux de partager ce plateau avec Yves Mérins également. Donc un grand merci, Yves également. Et j'ai envie de dire à très vite pour nos téléspectateurs pour un prochain rendez-vous. Merci à vous pour votre fidélité et au prochain Côté Sport sur Info 83.